Salut et bienvenue dans cette vidéo où je vais t'expliquer pourquoi et comment j'ai appris le coréen. D'abord pour toi qui verrais cette vidéo pour la première fois, ou ce genre de vidéo plutôt, je vais parler très doucement parce que le but est aussi de se relaxer, de se reposer, d'oublier les petits tracas, les petits ennuis de tous les jours et de passer un bon moment. Alors, assis-toi, couche-toi quelque part. Tu n'as pas besoin de me regarder. Tu peux juste écouter mon histoire. Et pour te dire la vérité, j'ai déjà enregistré cette vidéo. Elle durait peut-être 30 minutes ou un peu plus. Mais j'ai vu le résultat et ça me plaisait pas. Alors, je recommence. Tu t'en fous? Je sais. C'est pas grave. Et comme je l'ai déjà prise une fois, je sais à peu près de quoi je vais parler. Et ce que je peux te dire déjà, c'est que je vais parler de choses qui ne sont pas directement liées à mon apprentissage du coréen. Parce que j'aimerais te raconter donc le pourquoi de l'étude du coréen, et j'aimerais te raconter les différentes étapes, les différents échecs, les différents... comment dire? Juste en fait tout ce qui m'a amené à finalement réussir à apprendre le coréen, à pouvoir parler coréen. Et pour ça, d'abord, je dois te dire que l'histoire du coréen, de moi et de la langue coréenne est assez différente de celle du japonais. Tu sais, tu l'as regardé? Si tu veux, après regarde-la, si ça t'intéresse, pourquoi et comment j'ai appris le japonais. Juste pour résumer, j'ai appris le japonais finalement quand j'étais à la fac. Et j'ai toujours eu envie d'apprendre le japonais. Enfin, j'ai toujours été attiré par le Japon. C'est juste pour résumer très brièvement. Parce que pour la Corée, c'est complètement différent pour le coréen. Tout d'abord, commençons par le commencement. Quand j'ai donc décidé d'aller à la fac pour apprendre le japonais, je devais aussi choisir une autre langue asiatique. J'avais le choix entre le chinois, le vietnamien, le coréen, et je sais plus, peut-être une autre encore. Et beaucoup de gens se sont tournés vers le chinois, bien sûr, parce que, disons que c'est une langue qui est peut-être, surtout à l'époque, qui était peut-être plus connue que maintenant, par rapport au coréen, qui avait plus de popularité, surtout économiquement peut-être, je ne sais pas exactement, bref. Et j'aimais le chinois, le mandarin, le cantonais, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais peut-être vu un film coréen, My Sassy Girl, My Sassy Girl, que j'avais adoré. Et j'avais vu juste un petit peu du script coréen, du Hangul, à l'époque. Et comme j'aime, je sais pas, peut-être parce que j'aime bien faire les choses différemment, j'avais choisi le coréen. Et nous étions peut-être 7 ou 8 dans la classe de coréen, alors que ceux qui avaient pris le chinois étaient peut-être 60, quelque chose comme ça. Bref, j'ai donc pris le coréen un peu par hasard, on va dire. Et pendant les 2 premières années de fac, je n'ai rien appris. Peut-être parce que je me concentrais sur le japonais, peut-être pour d'autres raisons, je ne sais pas. Mais je ne savais même pas lire ni écrire. Et ici, je peux vous raconter une petite histoire par rapport à l'écriture coréenne. C'est que l'on dit en Corée que quelqu'un qui est, disons, moyennement intelligent pourrait apprendre à écrire et à lire en coréen
en une demi-journée. Et un imbécile pourrait soi-disant apprendre à écrire et à lire en une semaine. Je vous ai dit 2 ans. Je devais être sacrément con quand même. Ah, je sais pas. Hein. 2 ans et je ne savais toujours pas ni lire ni écrire. C'est sûrement parce que je n'avais pas vraiment essayé. Je pense que ça doit être ça. Bref, en 3e année, j'ai donc été en échange au Japon. J'ai fait 1 an au Japon et j'ai essayé de prendre un cours de coréen là-bas. J'avais pas abandonné. Hein. Mais c'était à peu près pareil, quoi. Rien. J'ai réessayé après un peu en France, mais bon, c'était pareil encore une fois. Bref, l'université se termine. Je ne connais toujours pas plus de coréen. Et finalement, bon, je sais pas, je ne m'y intéresse plus. J'abandonne plus ou moins, 1 fois, 2 fois. Je vais au Japon, je rencontre des gens, des Coréens. Je dis quelques mots, je bafouille. Je réessaye d'apprendre, je dis cette fois je vais apprendre. J'achète des livres japonais pour apprendre le coréen. Donc j'apprends le japonais. Non, j'apprends le coréen en japonais. Mais ce n'étaient pas des bons livres parce que c'était surtout, il y avait beaucoup de grammaire et de trucs comme ça. C'est pas forcément bien pour commencer. Bref, j'abandonne encore. Et nous nous retrouvons en 2011. 2011, je suis en France. J'ai très envie de retourner au Japon. J'ai toujours envie d'apprendre le coréen. Il ne me reste plus beaucoup d'argent et un ami anglais me dit « Si tu veux, tu peux travailler avec moi au Japon. Je travaille dans les photos de mariage et on a besoin de quelqu'un pour faire les retouches sur Photoshop. C'est pas très compliqué. Et puis, comme j'ai aussi j'ai un diplôme d'informatique, ça n'a rien à voir, mais bon, je pouvais faire les retouches sur Photoshop juste avec un petit peu d'entraînement. Donc voilà, je me retrouve à aller au Japon et je me dis, si ça marche pas, j'irai en Corée, j'irai apprendre le coréen avec le reste de mon argent. Et je pars au Japon le 9 mars 2011. Il y a presque 6 ans. Waouh! Non, il y a 6 ans, oui. Et le 9 mars 2011. Est-ce que vous vous souvenez de cette date? 2011, mars, le Japon. Attendez, 2 jours plus tard, le 11 mars, Fukushima. Vous savez, le tremblement de terre. Et là, tout va changer parce que, tout d'abord, à cause du tremblement de terre, les mariages sont annulés, beaucoup de mariages sont annulés. Mon ami a beaucoup moins de travail, donc voilà, pour moi, bon, plus tard peut-être, hein, bon d'accord. Et juste pour vous raconter un petit peu, tant qu'on est à cette période de Fukushima et tout ça, lors du tremblement de terre, je suis dans un restaurant avec une amie à Shibuya. Et j'avais déjà eu l'habitude des tremblements de terre au Japon, ça ne me faisait pas vraiment peur. Même maintenant, je peux pas dire que ça me fait peur. C'est quelque chose qui arrive, quoi. Si on est au Japon, la terre tremble, il peut y avoir des dégâts, voilà. Mais pour ce tremblement de terre, donc nous mangions et ça tremble. Ça tremble et là, ah c'est un tremblement de terre, oui, oui, c'est un tremblement de terre. Mais ça s'arrête pas et c'est de plus en plus fort et les livres tombent des étagères comme ça et on regarde dehors, les gens courent paniqués. Et c'était la première fois que je voyais des gens courir au Japon comme ça lors d'un tremblement de terre. Et là je me dis, purée, c'est pas... c'est fort aujourd'hui, le tremblement de terre doit être fort. Bref, on finit de manger. Je sors et je regarde mon téléphone. Bon, ça passe pas, il n'y a pas de réseau. Il y a beaucoup de gens qui marchent dehors. Tous les trains sont arrêtés.
Et là, je dois rentrer à pied chez mon ami. Mon ami anglais m'hébergeait. Donc je marche peut-être pendant 3 ou 4 heures et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui marchent. Ce qui était assez étrange parce que normalement, tous ces gens prennent le train. Tous ces gens prenaient le train et là, tout le monde marchait dans la rue. Et sur mon trajet, il y a Shinjuku. Et là, il y a les écrans géants à Shinjuku et je me dis, tiens, une annonce pour un film catastrophe. Enfin, je me dis pas ça, mais une bande-annonce pour un film catastrophe. C'était vraiment comme ça, quand vous voyez les vagues qui emmènent tout sur un écran géant et les gens qui ne disent rien, qui sont comme ça, qui ne bougent pas. Et c'est juste à ce moment que je sais, pour Fukushima et tout ça. Ouais. Et là, vous êtes là, waouh. Enfin bref. Je voulais juste vous raconter cette petite partie, comme nous sommes en mars et ça fait 6 ans. Et voilà, je me souviens. Bon, ça vous relaxera, ça vous détendra peut-être pas d'entendre cette histoire, mais j'avais juste envie de vous en parler. Et après ça, j'ai donc fait des allers-retours entre Kyoto et Tokyo. Je ne sais pas, j'ai continué comme ça. J'ai bougé souvent. J'ai rencontré beaucoup de Japonais qui avaient arrêté leur travail après le tremblement de terre, qui s'étaient dit non, ce n'est pas la vie que je veux. Parce que vous savez, quand vous voyez ça, ça vous fait réfléchir. Ça te fait réfléchir sur la vie. Bref, pour continuer le pourquoi du comment, je reçois un email d'une grande entreprise de jeux vidéo, on va dire, qui est basée en Allemagne, et à qui j'avais envoyé mon CV 9 mois auparavant pour être traducteur japonais-français. Enfin, japonais-anglais, français. Et qui me dit, si vous êtes prêt à venir en Allemagne et à passer le test, nous avons un travail pour vous pour 3 mois. Et là, je me dis, bon, ça me fera de l'argent, hein. Je vais en Allemagne, je travaille, je reviens au Japon ou je vais en Corée après, c'est pas mal. Donc je passe le test, je réussis, je me retrouve en Allemagne, chez un ami, encore une fois. Et nous sommes au mois de juin 2011. Et comme je vous l'ai dit, j'avais prévu d'aller apprendre le coréen en Corée, si au Japon ça ne marchait pas. Donc je suis un petit peu frustré quand même. Je me dis, merde, fais chier quoi, fais chier. Et je me dis, bon, c'est pas grave, 3 mois, je me concentre sur le travail. Je reste chez mon ami pendant 3 mois. Mais finalement, mon contrat est renouvelé. Je finirai par rester 3 ans en Allemagne. Et je déménage en octobre 2011. Et je commence... Comment dire? Je commence ma vie de machine, si je puis dire. De machine d'apprentissage du coréen. J'ai toujours été plus ou moins un peu comme ça. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, assez discipliné. J'aime la discipline, malgré mon apparence. J'aime la discipline, j'aime me lever tôt. Et pour moi, tôt, ça voulait dire 6 heures avant. Mais quand on travaille toute la journée, on fait comment? On rentre le soir, surtout devant un PC, mais c'est pareil pour un travail très physique, quoi. On rentre du travail, on est complètement explosé, on est fatigué. Comment est-ce qu'on peut étudier? Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose après? Je suis d'accord, c'est dur. C'est presque impossible, ça semble impossible. Alors pour moi, c'était très simple. Je commence le travail à 8h30, 9h. Eh ben, je vais étudier avant. C'est tout. Donc j'ai commencé à me lever de plus en plus tôt. Donc tout d'abord juste 5h45 peut-être en mettant mon alarme. 5h30, puis après 5h15. Et finalement mon corps s'est habitué à se lever tôt et je me suis levé
naturellement, plus ou moins naturellement, par la suite, à 4 heures du matin, tous les jours, je commence toujours par une série de pompes ou d'abdos quand je me lève. Je fais des échauffements comme ça. Et après, j'apprenais le coréen. Toutes les demi-heures, je faisais une pause, hop, des pompes encore, je réapprenais le coréen. Ce qui fait que chaque matin, je faisais à peu près 3 heures, pas 5, 3 heures de coréen. Tous les matins, tous les matins, tous les matins, tous les matins, tous les matins. Il n'y avait pas d'exception. Comme je n'utilisais plus de réveil, parfois je me suis levé un petit peu plus tôt, parfois un petit peu plus tard. Mais j'avais mon but en tête, je m'imaginais parler en coréen. Je voyais cette montagne du coréen devant moi, j'étais tout en bas, et je me disais c'est simple. Si tu ne fais rien, si aujourd'hui tu ne te lèves pas, tu restes à ce point de la montagne, ou pire, tu redescends en arrière. Alors je me levais le matin, et souvent je pensais à mon père et je disais tu vas voir de quoi je suis capable, tu vas voir. Je me levais le matin comme ça, juste pour me donner de la force, je me disais tu vas voir, je vais y arriver. Et hop, je me levais. Même si j'étais fatigué, je me levais et j'apprenais, et j'allais au travail. Et je revenais, bien sûr, et je me couchais de bonne heure. Je n'avais pas de téléphone. Si les gens me disaient, si les gens m'invitaient quelque part, d'ailleurs j'en suis un petit peu désolé, mais je disais non, désolé, je donnais pas de raison au début, puis quand j'ai parlé un petit peu après, parfois les gens me disaient, ne me dis pas que tu vas apprendre du coréen ce week-end. Si, si. Donc j'étais vraiment une machine, je me suis mis pendant 2 ans et demi, 3 ans, totalement en mode machine, comme j'aimais le dire. Certains pourraient penser que c'est sacrifier quelque chose, sacrifier peut-être des relations avec les gens, sacrifier, je ne sais pas. Mais moi, j'étais épanoui. J'étais heureux dans ce que je faisais. J'étais heureux de progresser un petit peu plus chaque jour. Bien sûr, c'était pas simple, hein. Je dis pas que c'était simple. Je savais juste qu'il fallait que je continue pendant des heures et des heures et des heures, sans abandonner, sans, sans me dire, comment dire, sans me consoler en me disant ah mais c'est pas grave si tu fais pas aujourd'hui, tu le feras demain, t'as déjà bien travaillé. J'ai toujours essayé de me pousser, mais je me reposais aussi de temps en temps. Parce qu'il faut se reposer, c'est très important, sinon on stresse à mort et après on peut plus rien faire. Après, notre plaisir devient presque une corvée, mais disons que d'apprendre le coréen, ça n'a jamais vraiment été une corvée pour moi. C'était vraiment un plaisir, quoi. Je me levais, presque le sourire aux lèvres, quoi, et de penser que je progressais à chaque fois. Waouh. Donc ça, c'était, on va dire, plus ou moins la partie du pourquoi et un petit peu du comment. Attendez, je regarde le temps. 19 minutes, vous ne dormez pas, ça va. Mais pour vous parler plus précisément de ce que j'ai fait pour apprendre la langue, disons la méthode plus ou moins que j'ai élaborée si on veut, même il y en a peut-être d'autres qui utilisent d'autres méthodes ou des méthodes similaires. Il faut toujours essayer de trouver ce qui nous convient à nous. Donc je vais rentrer peut-être dans une partie, je dirais pas technique de l'apprentissage, mais si peut-être, si ça vous intéresse. Disons que tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui est important, c'est de la régularité, bien sûr, comme pour tous les domaines. Le sport, que ce soit le sport, les langues ou n'importe quoi n'importe quel domaine dans lequel on aimerait s'améliorer, devenir bon, c'est la régularité qui est importante. De faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne sais plus quel pianiste avait dit ça. Il disait que s'il ne s'exerçait pas pendant une journée,
il remarquait que son niveau baissait. S'il ne s'exerçait pas pendant 2 jours, c'était sa femme qui remarquait que son niveau diminuait. Et s'il ne s'exerçait pas pendant plus de 2 jours, s'il ne pratiquait pas le piano pendant plus de 2 jours, c'était le monde qui le remarquait. Et je trouvais que c'était intéressant, que c'était, je ne sais plus le nom, c'était un pianiste très, très célèbre et très doué, comme on aime le dire, excusez-moi. Parce que le don, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a que les gens qui travaillent leur art, qui deviennent des génies. Et j'avais trouvé ça intéressant parce que j'avais aussi remarqué la même chose, plus ou moins pour les langues, pour n'importe quoi, les assouplissements par exemple, le stretching. Enfin bref, donc la régularité est très importante dans ce que vous faites. C'est normal de ne pas progresser tout de suite, c'est normal d'oublier, je dirais même qu'il faut oublier. Il ne faut pas chercher à se rappeler de tout à tout prix. Je n'ai jamais vraiment fait de liste de mots pour le coréen par exemple, ou je n'ai jamais vraiment cherché à me souvenir par cœur d'une liste de mots. Il y a certains mots où j'ai fait ça, c'est vraiment si je les ai vus 100 fois que je ne m'en suis pas souvenu. J'ai dit bon allez, je vais trouver un moyen mnémonique de me souvenir du mot, je vais l'écrire quelques fois et ça devrait aller. Bon, mais revenons Vous allez dire mais qu'est-ce qu'il dit là? Mais revenons à la partie technique. Ce que je fais en général, d'abord, j'écoute beaucoup le texte je sais pas, d'un manuel par exemple. J'aime bien les méthodes Assimil. Je vais leur faire beaucoup de pubs. Messieurs, mesdames d'Assimil, vous pouvez me sponsoriser si vous le désirez. J'aime bien les méthodes Assimil en général. Je trouve qu'elles sont bien faites. Vous avez le dialogue dans la langue que vous apprenez à gauche. À droite, vous avez la traduction en français et vous avez les audios. Donc ce que je fais en général, si c'est un script que je connais déjà, pour le coréen, il fallait d'abord apprendre le script, mais si c'est un script, une écriture que je connais déjà, par exemple, admettons que j'apprenne l'allemand, je vais écouter plusieurs fois. Je vais répéter, même si je ne comprends rien. Je m'entraîne, je répète. Par exemple, si quelqu'un dit dans mon oreille, je ne sais pas, Guten Tag, dans mon oreille, dans mes écouteurs, Guten Tag, alors je vais répéter Guten Tag. Même si je ne répète pas bien, même si je dis Guten Tag, même si je dis comme ça va, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'habituer à la sonorité de la langue, à la mélodie de la langue. Un peu comme de la musique, d'essayer de trouver comme ça le rythme de la langue. Et de répéter. Et ça, je le faisais même quand je cuisinais, par exemple. J'avais mis des dramas coréens en MP3. Et tout ce que j'entendais, je le répétais. Même si je ne comprenais rien. Donc, souvent, je me souviens, au début, j'entendais Malia, Malia, Malia. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire du tout. Et alors, il y avait une phrase, c'était souvent en fin de phrase. Et donc, je répétais Malia, Malia, Malia. Je ne savais pas, mais petit à petit, comme ça, je pouvais m'habituer au rythme de la langue. Mon oreille s'habituait, ma mâchoire s'habituait. Et je trouve que c'est un exercice très important à faire, d'essayer de s'habituer au rythme de la langue, à la sonorité de la langue, plutôt que d'apprendre la grammaire du début, par exemple. C'est moi, hein. C'est ce que je pense moi. Et ensuite, j'essayais d'écrire. J'écoutais une phrase. Ce qui est bien, c'est d'avoir un programme avec une fonction AB ou repeat. Comme ça, vous pouvez mettre une phrase en boucle et vous pouvez écrire. Comme ça, vous l'écoutez plusieurs fois et vous pouvez essayer d'écrire. Donc si c'est en allemand, par exemple, j'essayais d'écrire. Bien sûr, j'avais faux parce que je n'avais pas appris comment écrire l'allemand, mais à force d'avoir faux et de corriger, je comprenais de moi-même naturellement la règle d'écriture de l'allemand, par exemple. Et pour moi, c'est beaucoup plus fun de faire comme ça que de lire et d'essayer d'apprendre la règle d'écriture.
Mais encore une fois, c'est moi. Vous pouvez faire comme vous voulez. Je vous vois, je tutoie, mais c'est pas grave. En général, je faisais comme ça. Et bien sûr, je répétais ces exercices plusieurs fois. Pour le coréen en particulier, je peux conseiller, si tu connais un petit peu l'anglais, ou un petit peu beaucoup, Integrated Korean de l'université d'Hawaï, qui était aussi... c'est un peu vieillot, d'accord? C'est un petit peu vieillot, mais c'était très bien. J'ai fait les 8 derniers volumes, peut-être de niveau intermédiaire bas jusqu'à avancé haut. Je les ai fait plusieurs fois. Et ce que j'ai bien aimé faire aussi, c'est recopier. Juste recopier les textes du livre. J'ai aussi recopié beaucoup de phrases de romans, tout en les prononçant. Parce qu'en recopiant comme ça, il y a des patterns, des structures de phrases que l'on peut retrouver, que l'on peut comprendre. Ce que l'on a appris dans les leçons, si par exemple on lit des romans et qu'on copie des romans, on est plus concentré si on copie que si on lit seulement. Et donc ces structures que l'on a apprises dans les leçons, on peut les figer comme ça en lisant des romans ou n'importe quoi, ce que vous voulez, quoi. Ça peut être peut-être même des chansons ou des, je sais pas, des dessins animés, des mangas, n'importe quoi. Ça permet de fixer ce qu'on a appris. Bien sûr, de faire comme ça aide, mais ce n'est pas suffisant pour apprendre la langue, pour que la langue devienne nôtre. Ce que j'ai fait du début aussi pour le coréen, vous savez, j'ai ouvert un blog sur un site coréen qui s'appelait Naver. Et au début, j'ai écrit juste 3 phrases. Bonjour, je m'appelle Pierre, enchanté, quelque chose comme ça. Et bien sûr, j'étais très frustré parce que je ne pouvais pas exprimer ce que je voulais dire. J'étais comme un enfant qui aimerait parler à ses parents, mais qui n'arrive pas à parler, qui pleure. Je pleurais intérieurement, je pleurais tout seul. Mais c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'apprendre, j'avais vraiment envie de parler, j'avais vraiment envie de communiquer. Parce que la base d'une langue, c'est quand même de communiquer. J'avais envie de communiquer avec tous ces gens coréens qui m'encourageaient sur ce blog aussi. Ça m'a beaucoup aidé, ça. Beaucoup de Coréens m'ont encouragé. Ils m'ont donné beaucoup de force, comme vous quand vous écrivez un commentaire dans ma vidéo, quoi. Ça m'encourage à faire mieux, ça m'encourage à progresser, ça m'encourage à essayer de m'améliorer toujours. Et donc, petit à petit, j'ai réussi à écrire des phrases de plus en plus longues. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'erreurs. Les erreurs, pour moi, c'est essentiel. Il faut toujours faire des erreurs. Il faut faire beaucoup d'erreurs et il faut en être fier même. Et là, donc comme ça, petit à petit, j'ai progressé. Après, j'ai chatté. J'ai chatté avec des Coréens sur Skype ou sur des sites à l'époque. Il y avait ShareTalk. Maintenant, je crois qu'il n'existe plus ce site, mais bon. Vous pouvez le faire sur n'importe quel site de penpal, même s'il y a plein de petits cons souvent. Surtout les hommes. Hein. Enfin bref. Donc j'ai commencé à chatter. Et au bout d'un moment, je pouvais chatter quand même de manière plus ou moins naturelle. Donc les Coréens avec qui je chattais me disaient « Oh, mais tu parles bien coréen et tout ». Et vous savez, j'avais fait beaucoup d'exercices de prononciation et tout ça, mais je n'avais pas encore parlé avec des Coréens. Et je suis passé à la prochaine étape, le Skype vocal. Et là, la personne me parlait, je pouvais comprendre à peu près parce que... Attends, j'ai aussi vu des milliers d'heures de drama coréen. Oui, milliers, pas centaines. Milliers. Tout en travaillant, attends, tout en travaillant 8 heures par jour. Hein. Et je pouvais comprendre, mais pour répondre, les mots ne sortaient pas au début. Alors du coup, je tapais sur le clavier. Je tapais sur le clavier, en même temps que je tapais, j'essayais de parler. Alors, les gens étaient surpris, hein, mais pourquoi tu peux bien taper mais pas parler? C'est parce que, comment dire, je pense que c'est différent entre l'écriture
Je ne sais pas, je ne suis pas neurologue, hein, je ne connais pas le cerveau, mais je pense que la partie qui s'occupe de l'écriture est différente de celle qui s'occupe de la partie vocale, et du coup, quand on écrit, bien sûr, quand j'écrivais, je prononçais dans ma tête, mais je prononçais aussi parfois à voix basse, mais c'était différent. Et donc il m'a fallu encore quelques dizaines ou centaines d'heures à parler avec les gens comme ça, pour pouvoir enfin parler de manière plus ou moins naturelle. Cela ne veut pas dire que je comprends tout, parce que par exemple, il y a des hommes coréens surtout qui vont parler un petit peu comme ça, là, qui n'ouvrent pas beaucoup la bouche quand ils parlent. Et bon, parfois c'est un peu difficile à comprendre. Mais voilà, je suis arrivé à parler peut-être assez bien en coréen. Et pendant un moment, j'ai même pensé que, je pense même toujours que peut-être mon niveau de coréen, en tout cas au niveau peut-être de ce que je connais sur la langue, a peut-être été un peu plus haut que le japonais pendant un moment. Je sais pas maintenant exactement. Je pense que je parle mieux le japonais parce que j'ai beaucoup plus d'heures de pratique que le coréen. Mais ouais, voilà, donc c'était assez intéressant de voir que petit à petit, une langue que je ne connaissais pas du tout, après 2 ans et demi de pratique, d'entraînement, de Sparta, j'aime bien ça, j'aime bien dire Sparta, de Sparta du coréen, eh bien 2 ans et demi, 3 ans, j'ai réussi à avoir un niveau peut-être qui était meilleur que mon niveau de japonais. Et je trouvais que c'était, comment dire, c'est comme un peu de la magie ou un peu comme d'avoir trouvé une formule magique. 3 heures par jour pendant 3 ans. Et tu peux avoir un niveau qui est bon. Je dirais pas maîtrise, parce que pour moi la maîtrise c'est une vie. Pour moi, pour maîtriser quelque chose, tu sais, comme les maîtres de poterie japonaise, tu travailles sous le maître pendant 15 ans, et après tu travailles ton art toi-même. Je veux dire, maîtriser c'est vraiment, c'est toute ta vie, quoi. C'est pas, tu peux pas dire, ah oui, je maîtrise parce que tu as travaillé, t'as une maîtrise de japonais par exemple. Non, c'est pas parce que tu as un diplôme qui dit maîtrise par exemple, ou c'est pas parce que tu parles bien que tu maîtrises. Tu peux bien parler, tu peux être fluent, comme on dit. Et après, tout dépend des buts que l'on a. Je sais que j'aimerais vraiment améliorer mon coréen encore. J'aimerais vraiment atteindre un très haut niveau, mais je sais aussi que ça prendra peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute la vie. C'est pas très important. Attends, 34 minutes. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre qui t'apporte quelque chose? Peut-être la même chose que je t'ai dit dans la vidéo de japonais. C'est que, tu sais, c'est pas forcément simple. C'est pas difficile non plus. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Ça demande beaucoup de discipline. Tu n'es pas obligé de te sacrifier comme moi. Tout dépend de tes priorités, de ce que tu veux, de ce qui te rend heureux. Je pense que c'est ça aussi l'essentiel, de savoir ce qui nous rend heureux. Moi, j'adore parler avec les gens. Pendant 3 ans, j'ai fait l'ermite, plus ou moins. Mais c'est parce que j'avais mon but en tête. Mon but qui était d'apprendre le coréen, d'économiser de l'argent. J'en parlerai aussi peut-être plus tard. Je n'ai rien acheté pendant 3 ans, rien. Et mon but était de voyager après. C'était simple, je me disais, maintenant, voilà, je fais ça. Sparta. Et après, je voyage et je parle avec plein de monde. Et j'étais bien. J'étais bien. Donc ce qui est important, c'est de savoir ce qui nous rend heureux. Par exemple, je sais pas, si tu fais quelque chose, si tu essayes de faire quelque chose, mais que ce n'est pas forcément pour toi, pour ton bonheur, ou ça peut être pour ta famille, hein, mais même si c'est pour ta famille, si toi tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, à la fin, je ne suis pas sûr que ce soit très bon.
Il pourrait y avoir aussi autre chose de faire, par exemple des vidéos YouTube pour le succès. Je pense pas que tu puisses en faire toute ta vie, quoi. Enfin même, je pense pas que tu puisses continuer de faire si c'est juste pour le succès, quoi. Ou pour l'argent même. Bon, bien sûr, c'est sûr que si tu gagnes, je sais pas, des milliers d'euros, ça t'encouragera peut-être, hein, mais si ce que tu fais, tu ne l'aimes pas vraiment. Donc, c'est aussi pour ça, quoi. Le coréen, le japonais, n'importe quelle langue ou n'importe quelle chose que tu fais, si tu l'aimes vraiment, si tu t'imagines, si tu t'imagines là, dans 3 ans par exemple, tu t'imagines parler en coréen, et tous les jours tu te lèves et tu te dis, allez, je fais un pas de plus dans la montagne qui m'amène au sommet. Ça sera pas vraiment le sommet, mais bon, disons que le premier sommet sera là. Là, c'est le coréen, je suis là pour l'instant, et petit à petit, je vais monter cette montagne du coréen. Et en route, il y aura peut-être des obstacles, il y aura peut-être des choses qui essayeront de m'empêcher d'aller là. Mais c'est un peu comme un jeu, non, tu penses pas? Si dans un jeu, tu pouvais aller comme ça d'un point A à un point B sans obstacle, tu ne penses pas que tu t'ennuierais? Je pense que c'est bien, moi, d'avoir les obstacles. Je pense que c'est bien de souffrir un peu de temps en temps. Je pense que c'est bien que ce ne soit pas si facile que ça. Sinon, peut-être que notre motivation ne serait pas assez forte, peut-être qu'on s'ennuierait. T'imagines, tu mets une puce dans ta tête, comme dans Johnny Mnemonic, là, tac. Et après, t'as toutes les langues, tout, tu peux tout faire. Je suis pas sûr que j'aimerais ça, hein. Moi, j'aime bien un chier quand même pour arriver à obtenir quelque chose. Enfin bref. Je vais arrêter. Si tu as des questions particulières, tu peux me les laisser dans les commentaires. J'espère que tu ne te seras pas ennuyé. J'espère que tu auras appris quelques petits trucs pour apprendre les langues. Et ouais, j'espère que tu feras quelque chose qui te rendra heureux. Et pas forcément quelque chose que les autres aimeraient que tu fasses. C'est surtout ça. Si t'as envie de cultiver des légumes à la campagne et que tout le monde trouve que c'est con, que c'est... Je sais pas, ça peut arriver, hein, que tout le monde trouve que t'es un vrai paysan, je sais pas. Je pense que c'est qu'ils ne connaîtront pas le plaisir de planter des petites graines, par exemple, et de voir qu'à partir d'une petite graine, tu peux obtenir, je sais pas, des salades, des tomates, des pommes de terre, enfin, une pomme de terre, c'est pas avec des graines, mais... Et qu'avec ça, tu peux nourrir beaucoup de gens. Je pense qu'ils pourront pas, ils ne connaîtront pas ce plaisir, c'est pour ça qu'ils critiqueront. Donc il faut vraiment que tu cherches dans ton cœur ce que tu veux vraiment faire, toi. Et après, les sacrifices, ce que tu trouvais être des sacrifices avant, n'en seront plus parce que tu sauras que tu es heureux en faisant ce que tu fais. Si tu es heureux, les gens autour de toi seront heureux. Tu les rendras heureux aussi. Bon, ils ne seront peut-être pas heureux de leur vie, donc ils seront peut-être chiants de temps en temps. Mais toutes ces attaques, même si ce n'est pas des attaques, c'est juste qu'ils n'y pourront rien, quoi. Ils seront chiants comme ça, sans le vouloir. Je pense que ton bonheur pourra leur donner un petit peu de soleil, les encourager à être un petit peu plus gais, à oublier leurs soucis aussi. Enfin bref, je parle, qu'est-ce que je parle? Allez, je te laisse cette fois. À bientôt.